Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal, le dernier du mois d'octobre. Après 10 ans d'action pour lutter contre les cancers pédiatriques, la Fondation Flavien annonce un nouvel essai clinique, un nouvel espoir pour les enfants malades. Nous en parlerons dans quelques instants avec Denis Macario. L'AS Monaco veut renouer avec le succès dès demain face à Angers. Nous écouterons dans ce journal Brel Embolo, plein d'ambition avant cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1. L'Opéra de Monte-Carlo rend hommage à Puccini, dont on célèbre cette année le centenaire de sa disparition, avec la Rondinée, une œuvre créée ici même en Principauté. Et Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe directeur des ballets de Monte-Carlo, sera avec nous ce soir pour nous présenter son premier ouvrage, La danse en festin, aux éditions Gallimard, un livre qui retrace ses 30 ans de carrière à la tête de la compagnie. Mais avant de développer ces titres, le prince Albert II apporte son soutien à l'Espagne après les inondations meurtrières qui ont dévasté la région de Valence. Le prince souverain a adressé une dépêche officielle au roi Felipe d'Espagne. Il y exprime sa solidarité envers le peuple espagnol et sa compassion face aux épreuves que le pays traverse. Le prince Albert II salue également le courage des équipes de secours et de tous ceux qui s'unissent pour aider les sinistrés. Plus de 160 personnes ont péri dans ces inondations dans le sud-est de l'Espagne et le bilan ne cesse de s'alourdir. L'actualité, c'est aussi cette réunion du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Elle a rassemblé l'ensemble des autorités compétentes, le Conseil national et les représentants du secteur privé pour faire un point de situation après le placement de la Principauté par le GAFI sur la liste grise. Lors de cette séance, le ministre d'État Didier Guillaume a tenu à saluer, je cite, l'engagement collectif de toutes les parties prenantes dans ce domaine complexe, technique et en constante évolution. Elle lutte contre les cancers pédiatriques depuis 10 ans maintenant. La Fondation Flavien a été créée en 2014 par Denis Macario suite à la disparition soudaine de son fils des suites d'un cancer du cerveau. Depuis cette date, il s'engage auprès des enfants malades en organisant plusieurs événements où l'ensemble des bénéfices est reversé à la Fondation. Des fonds précieux, car en une décennie, de nouvelles stratégies thérapeutiques ont pu être envisagées jusqu'à l'annonce dernièrement d'un nouvel essai clinique, la molécule de l'espoir. Bonsoir Denis Macario. Bonsoir Amélie. Voilà 10 ans maintenant que la Fondation Flavien soutient la recherche pour lutter contre les cancers pédiatriques. Quel regard portez-vous tout d'abord sur cette décennie écoulée? On y est arrivé, rien n'est impossible. Donc on a tenté cette aventure humaine et tragiquement au départ, et puis maintenant c'est que du bonheur parce qu'à chaque fois c'est une réussite, comme ce soir. Immédiatement, le tissu monégasque a adhéré à votre combat. Cela vous touche, une telle solidarité? Ça a été le premier article dans Monaco Matin avec toute la population quand il y a eu les obsèques, la marche de la piscine jusqu'à l'église Sainte-Dévote et ainsi de suite, la soirée à la plage marquée, la commémoration et puis après donc il y a eu la création de la fondation au mois d'août et le premier événement au mois d'octobre qui avait amené 2000 personnes, dont 1500 enfants. Ça a été, la population a répondu présente. Voilà, vous avez réussi à fédérer autour d'une cause en organisant différents rendez-vous comme la Trot and Roll ou les concerts Pousse la vie. Tout à fait. Avec d'autres événements aussi, le Pousse la vie qui est côté musical. Il y avait les apéros concerts l'été. L'année dernière, on avait fait un superbe apéro des étoiles et cette année, on le transforme en dîner des étoiles. Depuis la création de la Fondation Flavien, Denis Macario, plus de 850 000 € ont été dédiés à la recherche. Aujourd'hui, l'espoir est permis avec un nouvel essai clinique? Tout à fait, c'est sur moi, c'est écrit, Mependax, c'est le futur essai clinique. On n'attend plus que la livraison de la molécule par Pfizer à la Timone à Marseille. Tout est prêt, tout est signé pour faire de ceci une tentative de solution thérapeutique. Mais ça sera plus qu'une tentative parce que il y a un enfant qui a envie. Malheureusement, il y a eu des enfants qui ne sont plus, mais il y a eu une durée de vie importante, plus de 18 mois pour la plupart.
Et donc voilà, c'est une bonne pioche, si je peux dire, par rapport à la molécule. Oui, on l'entend, c'est une réelle avancée dans la lutte contre les cancers pédiatriques. C'est une solution thérapeutique. Oui, moi j'y crois dur comme fer depuis le début. C'est voilà, c'est le Graal, mon étoile elle est là, au-dessus de l'autre étoile, mon Flavien. Et cet essai, ce qui va s'appeler Mépindax, voilà, c'est l'aboutissement de tous ces dons en action. L'aboutissement aussi de l'implication sans faille du centre scientifique de Monaco. Tout à fait, le centre a permis, avec des moyens qu'on a mis sur la table, avec un projet tangible, moi, ayant pris le projet sous le bras pour aller à chaque fois chercher des sous à longueur d'année, en quelque sorte le VRP du CSM, qui a fait que eux n'avaient plus qu'à chercher derrière leur microscope et éprouvette, tout simplement. Et ça a matché. Eh bien, merci beaucoup, Denis Macario, d'avoir été avec nous pour évoquer les 10 ans de la Fondation Flavien, fondation que vous avez créée en mémoire à votre fils. Merci beaucoup. Merci à vous. En basket, l'AS Monaco s'est offert une victoire avec la manière face aux Partisans Belgrade 79-74 en Euroleague. Après sa défaite surprise face à Paris, les Monégasques ont su réagir collectivement de bon augure avant la rencontre face aux Zalgiris Kaunas vendredi à 19 h. Au même moment, en Ligue 1, l'AS Monaco recevra Angers au stade Louis II. Les Rouges et Blancs, qui ont connu leur premier revers de la saison face à Nice dimanche dernier, comptent bien renouer avec le succès face au 15e du championnat. Le club de la Principauté est lui deuxième à 3 points du Paris Saint-Germain. Je vous propose d'écouter Adi Hutter et Brelem Bolo en conférence de presse d'avant-match. Lots of respect also for Angers, but we know when we bring our performance on the pitch, we can win and we should win this game. When we don't do this, we can struggle a lot. They have really good results. The last 5 games, they had only 1 defeat at home against Reims. They played a draw against Toulouse away. They played a draw away in Marseille. They won now against Saint-Étienne 4-2. These are good results. They have 7 points, and we should have respect from Angers, and we have it. But we play at home. We want to bounce back, or we want to bring us back on track to be successful and for a victory. We need 10 players on the pitch with our goalkeeper 11 and a good performance. Then for sure we can win this game. Bien sûr, quand on regarde les matchs, on regarde nos concurrents directs, on regarde derrière, on regarde les matchs de Ligue 1 globalement et on regarde les performances, mais nous, on essaie vraiment de regarder sur nous, vraiment d'enchaîner, de ramener la performance sur le terrain, de se régénérer, d'essayer vraiment d'oublier le dernier match et de regarder à l'avant parce qu'il y a énormément de matchs qui viennent et c'est vraiment l'aspect vraiment sur la performance de chaque joueur et de le refaire. Et après, c'est vrai, comme on a dit, en certains moments où tu peux un peu regarder plus le tableau et dire qu'il y a peut-être une chance de taquiner le premier. Je ne vais pas forcément dire PSG parce qu'aujourd'hui on est en novembre, mais en certains moments tu vas quand même un peu voir où la direction elle mène et après on va regarder où on est et on va essayer de plus concrétiser nos ambitions. Monaco-Angers, c'est donc à 19 h ce vendredi au stade Louis II. L'Opéra de Monte-Carlo rend hommage à Puccini à l'occasion du centenaire de sa disparition. 4 dates vont honorer la mémoire de ce compositeur italien dont la première a eu lieu hier à la Salle Garnier avec la Rondinée, une œuvre créée en Principauté en 1917. Le reportage de José Sacré sur des images de Julien Laugier. La Rondine de Puccini, créée à Monaco le 27 mars 1917, a ouvert la nouvelle saison de l'Opéra de Monte-Carlo, mercredi 30 octobre, en version concert, avec l'orchestre de l'Opéra Carlo Felice de Gênes, les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Giacomo Sagripanti et une très belle distribution autour de Pretiende dans le rôle de Magda la Rondine.
La distribution, c'est fantastique. On a les meilleurs chanteurs du monde ici pour ce répertoire. On a des débuts fantastiques. Pretty End qui va débuter le rôle. Il y a Charles Castronovo, une équipe vraiment pleine de jeunes noms. Moi, j'aime bien la version concert parce qu'il y a un focus sur la musique qui est très particulier. Et beaucoup de fois, quand on a aussi un théâtre comme ici à Monte-Carlo, très petit, mais hyper beau, on peut vraiment profiter de toutes les expressions des artistes et de la musique. Le prochain opéra du festival Centenaire Puccini sera La Bohème, du 8 au 19 novembre au Grimaldi Forum, avec dans le rôle de Mimi, la grande Anna Netrebko. Notre prochain invité dirige les ballets de Monte-Carlo depuis 30 ans déjà. Jean-Christophe Maillot sort son tout premier livre, La danse en festin, aux éditions Gallimard. Il y raconte son parcours à travers des photos, des témoignages de ses plus proches collaborateurs et nous offre une véritable immersion dans l'univers des ballets. Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir pour nous parler de votre premier ouvrage. Qu'est-ce qui vous a motivé, tout d'abord, à vous confier dans un livre ? Tout d'abord, c'est parce que Gallimard nous a fait signe en nous disant qu'ils auraient souhaité faire un ouvrage à l'occasion des 30 années présentes à Monaco. Et ils m'ont demandé si on serait d'accord. Et bien entendu, on a réfléchi et on s'est dit que c'était peut-être le moment de faire pas un bilan, mais une forme d'état des lieux de ce qu'on a pu mettre en place depuis plus de 30 ans à Monte-Carlo, dans cet endroit incroyable. Et en y réfléchissant, on s'est dit que c'était important peut-être aussi de faire un ouvrage qui montre à quel point cette compagnie est particulière, à quel point elle est bien sûr autour de mon travail, mais mon travail n'existant qu'au travers de celui des autres, de tous ceux qu'on a pu inviter ici, de tout ce foisonnement permanent qu'il y a eu entre les plasticiens, les compositeurs, la musique, la danse, une forme de théâtre. Et c'est une signature qu'il était, je pense, important de mettre en avant. C'est un ouvrage réalisé avec beaucoup de sensibilité et de générosité à la fois. En tout cas, ce que je voulais qu'il ressorte, c'était quelle est la réalité de cette compagnie. On parle souvent d'une forme de famille ici, et c'est vrai qu'il y a peut-être cette qualité particulière aussi propre à Monaco, de par la petitesse du pays, le fait que les gens soient si proches. Je trouve qu'il est toujours important quand on dirige une structure, non pas de penser à ce qu'on aimerait faire, mais de penser à ce qu'il est important de faire en fonction du lieu où on se trouve. Et Monaco a cette force extraordinaire de réunir quand même énormément d'individus très différents, variés, venant d'un peu partout, ayant vu beaucoup de choses. Et je voulais que ce livre montre ça. J'aime beaucoup cette phrase de la princesse Caroline qui dit « Donner du plaisir sans chercher à plaire ». Ça a été vraiment une mission et je pense que cet ouvrage permettra aux gens de réaliser tout ce qui s'est accompli depuis 30 ans et qui est assez phénoménal, je dois dire, au niveau du volume, de l'importance des gens, de la générosité avec lesquelles on a pu partager cette chance extraordinaire qu'on a d'être ici et d'avoir ces ballets de Monte-Carlo. D'où ce titre, La danse en festin ? Oui, parce que cette notion de festin, c'est pour moi essentiel, c'est cette notion de partage. Le festin, c'est ce moment où on partage avec des amis la nourriture. Alors nous, c'est la nourriture chorégraphique, c'est la nourriture spirituelle. Comment les gens se partagent cette chose si importante qu'est le spectacle. Le spectacle n'est rien sans un public.
il y a toujours cette relation d'échange et c'est quelque chose que je privilégie beaucoup. J'ai énormément de respect pour le public et l'art chorégraphique n'est pas un art solitaire, on n'est ni un peintre ni un écrivain, on n'existe que lorsqu'on rencontre le public. Donc c'est très important de montrer aussi que cet outil qu'est le ballet de Monte-Carlo avait cette capacité à prendre tout ça en compte. Et comme vous l'avez dit, au fil des pages, le lecteur est invité dans l'univers des ballets. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de témoignages. D'abord, c'est un ouvrage très particulier parce que souvent, ce genre d'ouvrage est soit écrit par un journaliste et là, non, ce ne sont que des artistes, ce ne sont que des écrivains, des chorégraphes qui sont passés ici, des compositeurs, des chefs d'orchestre, des danseurs, les gens qui se sont reconvertis au sein de la compagnie. Il y a vraiment toute cette notion si propre au ballet de Monte-Carlo, encore une fois, que j'aime mettre en avant. C'est vraiment je pense, un ouvrage ludique. C'est un ouvrage qu'on a voulu facile à manipuler, qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page. On n'est jamais dans une situation où on est en retard de quelque chose. On peut le lire un peu comme un magazine, même si on a à l'intérieur aussi beaucoup de choses vraiment passionnantes de la part des témoignages, de la part de plein d'artistes qui ont travaillé avec nous et qui nous livrent des choses très subtiles, des clés sur aussi qu'est-ce qu'est ce travail. Qu'est-ce que c'est que d'être danseur, qu'est-ce que c'est que d'être chorégraphe, qu'est-ce que ça veut dire d'essayer de transmettre aux autres ces émotions qu'on essaye de faire passer si souvent. Il y a même votre ami proche, l'auteur Jean-Marie Laclaftine, qui vous décrit comme un petit poussé. Est-ce que cela vous correspond ? Oui, j'aime bien, parce que j'aime bien cette relation à l'enfance, parce que malgré mon âge, j'espère ne pas avoir trop grandi. J'aime bien cette idée de voir la vie avec un œil un peu infantile, en essayant de concevoir, même si des fois l'enfance est assez dure, de concevoir les choses avec simplicité, avec humanité, quelque chose de direct, qui est en rapport finalement avec la manière dont on s'exprime. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple et de plus direct que de s'exprimer avec son corps et de dire ces choses que souvent les mots ont du mal à préciser. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer votre livre La danse en festin aux éditions Gallimard qui vient tout juste de paraître. Merci beaucoup. Merci à vous. Coup de projecteur à présent sur cette représentation proposée hier soir par l'Alliance française au Théâtre des Variétés et jouée par la troupe Les Terribas. Le Fou Noir est une pièce dont l'histoire est inspirée de faits réels. Fabien Bonilla vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Camille Caloni. Quand la partie débute, il y a plus d'aventures qui se jouent sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Macorlan! Oui, Macorlan! Un homme noir et un homme blanc se livrent un combat acharné une nuit entière dans l'obscurité d'un salon cossu. Sur l'échiquier, qui du roi noir ou du roi blanc sera mis en échec et mat ? Autour de la table, lequel des deux joueurs, le noir ou le blanc, sera-t-il vaincu ? Voici peut-être le résumé que l'on peut faire de cette pièce jouée au Théâtre des Variétés à l'initiative de l'Alliance française de Monaco. Mais c'est un événement culturel assez exceptionnel pour nous, puisque la troupe qui va jouer ce soir vient du Bénin, et qui est un pays francophone. Et donc, dans la mission de l'Alliance française, évidemment, la francophonie joue un rôle essentiel, puisque nous donnons des cours de français langue étrangère, et nous avons également une mission culturelle. Nous créons des événements culturels comme celui-ci, que nous soutenons. Sur scène, le comédien béninois Onouenou Joël Locossou reprend un texte de l'écrivain italien du XIXe siècle, Arrigo Boito, et Stéphane Lamotte, comédien passionné d'échecs, joue le rôle d'un conférencier. C'est un récit qui raconte apparemment, d'après les documents, un fait réel qui a eu lieu à Genève entre un ancien esclave affranchi qui gérait une activité commerciale et un joueur d'échecs américain qui a parlé des Noirs d'une manière un peu légère et de lui et qui s'est rendu compte que le mec était dans le salon. Donc pour se faire pardonner, il a essayé de lier langue, comme on dit, avec ce mec. Et du coup, il lui propose de jouer au jeu d'échecs. Et l'enjeu, évidemment, c'est cette confrontation, cet affrontement entre ce blanc et ce noir. Et l'issue est inattendue. Je ne vais pas en dire plus. Et donc, voilà, on est dans une espèce de
d'ensemble en fait, de spectacle choral. Sur la scène également, pour rythmer la pièce, 2 chanteuses d'un groupe célèbre du Bénin. Oh eh, ndodin tololo oh eh ah, ndodin mi bobano ko mi de bono modo e mi ro bono wede ho. Alors nous chantons juste l'amour, la fraternité, parce que nous avons besoin d'être avec le reste du monde, avec notre voix, et porter la voix des sans-voix. Après Monaco, la troupe béninoise est partie en Belgique pour interpréter le Fou Noir à la demande de l'Alliance française de Bruxelles. C'est une nouvelle expérience dans le monde de l'art. Nous nous sommes intéressés ce soir à une plateforme qui met en valeur la diversité artistique. Art Collect est une vitrine numérique fondée par Christian Lange et elle pourrait bien redéfinir notre rapport à l'art contemporain. Les explications de Vanessa Dessy sur des images d'Arnaud Humbert. C'est un entrepreneur visionnaire, animé par la passion de l'art et le désir de démocratiser son accès. Avec un parcours riche en gestion de galeries et un solide réseau dans le monde de l'art contemporain, Christian Lange semble multicasquette. Je suis issu du secteur hôtelier, donc les hôtels haut de gamme. J'ai été concierge dans un palace à Bruxelles. J'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. Je fais des relations publiques et presse pour une chaîne d'hôtels, pour des compagnies aériennes, pour des tours opérateurs à Bruxelles. Ensuite, j'ai quitté la Belgique pour venir vivre à Cannes. Je suis parti, après quelques années, vivre à Saint-Barthélemy, où j'ai commencé mon propre travail artistique, ce qui fait que tout ce que je faisais en termes de relations publiques, je l'ai mis à profit pour moi, c'est évident, ce qui m'a permis d'avancer. Et suite à un problème de santé, l'artiste rentre en France juste avant la pandémie. Il crée alors Art Collect, afin d'offrir une plateforme internationale pour les artistes émergents et donner aux collectionneurs un accès direct aux créations. Beaucoup d'amis m'ont dit « Christian, tu sais faire des sites internet, créer quelque chose, on veut bien te donner une commission en cas de vente, participer aux frais ». Donc c'est comme ça que ça a démarré. Mais en plus, on a voulu faire les choses de façon différente par rapport à ce que font d'autres plateformes. Donc nous, pour les artistes, on prend tout en charge. Communiquer, je sais faire. Écrire, je sais faire. Donc c'est nous qui rédigeons la biographie de chaque artiste. C'est nous qui mettons tout en place sur le site internet. Pour les artistes, on prend une commission, c'est la commission la moins chère du marché. On prend 12% de commission quand il y a une vente. Et on est en plein développement. On a un petit peu plus de 100 artistes, mais on a des artistes des États-Unis, du Japon, du Brésil, du Mexique, un peu partout en Europe, même jusque dans les fins fonds du Canada. 6 expositions sont à prévoir à l'Espace 22, dont une consacrée à Antoine Pisano. L'artiste délivre un message fort, un savant mélange entre religion et philosophie, à découvrir au mois de juin. Autre exposition à découvrir au comité monégasque de l'AIAP cette fois-ci. Elle s'intitule Odyssée et présente les clichés du photographe Bastien Soleil qui plonge le visiteur dans un monde sous-marin fascinant. Une exposition à découvrir jusqu'au 7 novembre. C'est un chantier que vous avez sûrement remarqué au niveau de la place d'Armes. Afin d'éviter tout risque d'éboulement, des travaux de sécurisation du versant rocheux sont en cours. Combien de temps vont-ils durer? Quelles sont les différentes phases? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Avec les intempéries et les phénomènes pluvieux extrêmes, des chutes de pierres ou de blocs peuvent se produire. Afin de prévenir tout risque d'éventuel éboulement, des travaux de mise en sécurité du versant rocheux situé au-dessus de la place d'Armes ont débuté le 3 octobre. Ce projet a été initié à l'initiative du Palais Princier il y a déjà bien 3-4 ans, à la suite de plusieurs chutes de pierres qui avaient été recensées. Donc il y a eu toute une phase d'études préliminaires et jusqu'à des études de conception et un appel d'offres qui ont été lancés. Là, on est en phase vraiment de travaux préparatoires, c'est-à-dire qu'on a mis en protection tous les enjeux existants, c'est-à-dire le bâtiment de police. On a une phase à la fois où on protège les enjeux en provisoire et une autre phase en parallèle qui est réalisée par l'entreprise de Skydeck, la mise en place d'une galerie de protection piétonne le long de la place d'Armes. Des opérations de confortement sont réalisées sur des blocs potentiellement instables, ainsi que le débroussaillage et la pose de grillages et de barrières, le tout dans le respect de l'environnement et des espèces présentes sur site. On est intervenu en phase amont
pour justement faire un diagnostic, savoir quels enjeux étaient présents sur le site. Et donc on a révélé 2 gros enjeux, donc la nivole de Nice, qui est une plante qui est assez localisée et dont notamment le Palais a fait une campagne de consolidation de population avec la transplantation avec le Conservatoire botanique méditerranéen. On a fait ce qu'on appelle des mesures de mise en défense. Donc on a balisé, on a matérialisé avec de la cordelette ou avec de la chaînette pour que justement les ouvriers n'aillent pas sur ces sites-là, parce que c'est les endroits où il y avait de la nivole de Nice, qui est une espèce très sensible. La fin de cette première phase de travaux est prévue pour la mi-janvier. Place à présent à vos prévisions météo. Pour cela, Sarah Inkari nous a rejoint en studio. Bonsoir Sarah, quelle est la tendance pour ce premier jour de novembre ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil est bien installé et continuera de nous réchauffer encore dans les jours à venir. La météo de ce vendredi sera sensiblement la même qu'aujourd'hui, avec un ciel totalement dégagé et des températures qui oscilleront entre 13 et 21 degrés. Et demain, le 1er novembre, nous fêterons la Toussaint, la fête de tous les saints, à ne pas confondre avec la fête des défunts qui, elle, a lieu le 2 novembre. Oui, nous aurons aussi une pensée pour les Harolds demain, et cette transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre est également synonyme de la fête d'Halloween. Peut-être avez-vous aperçu aujourd'hui d'effrayants déguisements dans les rues de Monaco. Ce sont nos photos de fin de JT ce soir. Demain, retrouvez Théo Schumer à la présentation. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.